Le serpent est avec nous, dit Bhima, brandissant le sac. Sekou hurla, un cri qui fit trembler les murs de la boutique. Les vitres des fenêtres vibrèrent, et une des fioles sur une étagère se brisa, libérant une odeur âcre. « Rendez-le-moi. Sinon je vais mourir. »« C'est déjà en train de t'arriver, » répondit Thomas, sa voix calme mais ferme, comme un roc face à la tempête. Dans le village de Kadimba, niché au creux des collines rouges du sud du Congo, où les marécages brumeux s'étendaient comme des doigts crochus, se dressait le marché Mabélé. Ce lieu vibrant était le cœur battant de la région. Sous le soleil brûlant, les allées poussiéreuses s'animaient de cris, de rires, et du cliquetis des pièces de monnaie échangées. Les étals débordaient de richesses, mangues juteuses, tissus aux motifs éclatants, amulettes gravées de symboles anciens, et parfois, dans les coins les plus reculés, des objets dont l'origine semblait défier toute logique. On murmurait que le marché Mabélé n'appartenait pas seulement aux vivants. Les esprits y rôdaient, attirés par les promesses murmurées au clair de lune, les pactes scellés dans l'ombre, et le sang versé sur la terre rouge. Les anciens racontaient que le marché avait été construit sur un ancien lieu de culte, où des prêtres oubliés invoquaient jadis des forces trop puissantes pour être maîtrisées. Personne ne savait si c'était vrai, mais une chose était certaine, après minuit, les ombres dansaient d'une manière qui n'avait rien de naturel. Les torchers vacillaient même sans vent, et des chuchotements semblaient s'élever du sol, comme si la terre elle-même parlait. Ce soir-là, une tension pesante enveloppait Kadimba. Les chiens du village, d'ordinaire bruyants, restaient muets, tapis dans l'ombre. Les étoiles brillaient faiblement, comme si elles refusaient de regarder ce qui se tramait en bas. Et au cœur du marché, deux frères allaient bientôt se retrouver au centre d'un mystère plus grand qu'eux, un mystère qui allait bouleverser leur vie et celle de leur communauté. Thomas et Bhima étaient des jumeaux, nés sous une éclipse lunaire, un événement rare que les anciens de Kadimba considéraient comme un présage. Certains disaient que les jumeaux attiraient la chance, d'autres qu'ils portaient en eux un destin maudit. Thomas et Bhima, eux, n'avaient jamais prêté attention à ces superstitions. Ils étaient trop occupés à gérer leur commerce de vannerie, installé au nord du marché, près de l'étal du vieux potier sourd, Monsieur Kofi, un homme qui sculptait des jarres avec une précision presque surnaturelle. Leurs paniers étaient célèbres dans toute la région. Tressés avec des roseaux récoltés dans les marécages, ils étaient d'une solidité inégalée. On racontait qu'un panier de Thomas et Bhima pouvait contenir bien plus que des fruits ou des étoffes. Certains juraient qu'ils pouvaient enfermer des secrets, des souvenirs perdus, ou même des âmes égarées. Les frères riaient de ces histoires, mais au fond, ils sentaient une connexion inexplicable, une force qui les unissait au-delà du sang. Thomas était le plus posé des deux. Grand, mince, avec des yeux perçants hérités de leur grand-mère Mama Afi, une guérisseuse disparue dans des circonstances mystérieuses, il avait un don pour deviner ce que les gens cachaient. Il parlait peu, mais ses mots portaient le poids de la vérité. Ses gestes étaient lents, réfléchis, comme s'il pesait chaque mouvement contre un danger invisible. Bhima, en revanche, était un feu ardent. Plus robuste, avec un sourire éclatant qui désarmait même les clients les plus méfiants, il était impulsif, courageux, et toujours prêt à défendre les plus faibles contre les injustices des puissants. Il avait une cicatrice en forme de croissant sur l'avant-bras, souvenir d'une bagarre avec un voleur qui avait tenté de s'en prendre à leur étal des années plus tôt. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, aimé des villageois pour leur honnêteté et leur générosité, mais jalousés par certains commerçants qui enviaient leur succès. Leur étal attirait toujours une foule, non seulement pour leur panier, mais aussi pour l'énergie qu'ils dégageaient, comme si leur présence rassurait, comme un feu dans la nuit. Ce soir-là, alors qu'ils rangeaient leur dernier panier sous un ciel sans lune, Thomas s'immobilisa soudain. Ses narines frémirent, comme s'il flairait un danger tapi dans l'ombre. Il scruta l'obscurité au-delà des étals, là où les torchers vacillaient dans une brise inexistante. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Bhima, qui empilait des paniers dans un coin, haussa les épaules, mais son sourire habituel s'effaça légèrement. « C'est juste la fatigue, Thomas. Rentrons. »
Maman nous attend avec son ragoût de poisson. Mais Thomas ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur une silhouette encapuchonnée, à peine visible derrière l'étal du tailleur, Fousseni. La silhouette semblait les observer, immobile, comme une statue taillée dans l'ombre. Ses contours étaient flous, presque irréels, comme si elle n'appartenait pas tout à fait au monde des vivants. Puis, en un clin d'œil, elle disparut, avalée par la nuit. « Tu as vu ça ?» demanda Thomas, le cœur battant. Bhima fronça les sourcils, cherchant dans la même direction. « Vu quoi ? Allez, viens, tu commences à me faire peur avec tes intuitions. » Mais au fond de lui, Bhima savait que son frère n'avait jamais tort sur ce genre de choses. Quelque chose de sinistre se tramait au marché Mabélé, et ils allaient bientôt en découvrir la nature. Le lendemain matin, le marché s'éveilla dans une cacophonie inhabituelle. Les cris des marchands n'étaient pas ceux des négociations habituelles, mais des hurlements de colère et de désespoir. Plusieurs d'entre eux avaient découvert que l'argent de leurs recettes de la veille avait disparu. Pas de traces d'effraction, pas de serrure brisée, pas de porte forcée. Juste des tiroirs vides, comme si l'argent s'était volatilisé dans l'air. Enzila, la vendeuse d'épices, une femme robuste au regard perçant, jurait sur la tombe de son père qu'un serpent noir avait glissé sous son comptoir la veille, juste avant qu'elle ne ferme boutique. Elle décrivit l'animal avec une précision terrifiante, long comme un bras, luisant comme de l'obsidienne, avec des yeux qui semblaient brûler d'une lueur rouge. Makazi, le forgeron au torse large comme une montagne, affirmait avoir entendu des chuchotements dans l'obscurité, des voix sifflantes qui semblaient venir de nulle part, murmurant des mots dans une langue qu'il ne comprenait pas. Fousseni, le tailleur aux doigts agiles, racontait avoir vu une ombre se faufiler entre ses rouleaux de tissu, une ombre qui n'avait pas de forme humaine, mais qui glissait comme un liquide noir. Linda, la douce vendeuse de fruits séchés, tremblait en décrivant un serpent qui, selon elle, était entré dans la bouche d'un homme endormi près de son étal, un mendiant qui passait ses nuits sous un auvent. Le lendemain, l'homme était parti sans un mot, le regard vide. Quand Thomas et Bhima ouvrirent leur propre caisse, leur cœur s'arrêta. Elle était vide. Les pièces qu'ils avaient soigneusement comptées la veille, destinées à acheter des roseaux pour leur prochain panier et à aider leur mère à réparer le toit de leur maison, avaient disparu. Bhima frappa le comptoir de son poing, faisant trembler les paniers autour. « C'est impossible !» rugit-il. « Personne n'a pu entrer ici. »« Sauf si ce n'était pas une personne, » répondit Thomas, les yeux plissés, son esprit déjà en alerte. Ils décidèrent de réunir les autres victimes. Enzila, Makazi, Fousseni et Linda se retrouvèrent sous le grand baobab au centre du marché, là où les anciens tenaient conseil. Chacun raconta son histoire, et un nom revint sans cesse dans les murmures, Kankou, le sorcier des racines noires. Mais il y avait une autre voix, plus discrète, celle de Yaba, la devineresse du village, une femme aux cheveux blancs comme la lune, qui vivait à l'écart dans une petite maison entourée de plantes médicinales. Elle s'approcha du groupe, son bâton cliquetant sur le sol. « Ce n'est pas un simple voleur, dit-elle, sa voix rauque comme le vent dans les roseaux. C'est un serpent fétiche, une créature née de la sorcellerie. Et celui qui l'a invoqué a un lien avec vous, les jumeaux. » Thomas et Bhima échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais cru aux histoires de sorcellerie, mais les paroles de Yaba, combinées à ce qu'ils avaient vu, semaient le doute dans leur esprit. « Qui pourrait vouloir nous nuire ?» demanda Bhima. Yaba secoua la tête. « Cherchez celui qui vit dans l'ombre, celui qui cache son passé. Et méfiez-vous. Ce genre de magie a un prix, et ceux qui la pratiquent finissent toujours par le payer. » Kankou était une légende à Kadimba. Certains disaient qu'il était aussi vieux que les collines, d'autres qu'il était un esprit déguisé en homme. Personne ne savait où il vivait exactement, mais on murmurait que sa case se trouvait dans la forêt sacrée de Nkomi, un lieu maudit où les arbres semblaient murmurer des avertissements et où les oiseaux chantaient à l'envers. Les rares qui s'y étaient aventurés n'en parlaient jamais, ou n'étaient jamais revenus. Thomas et Bhima convinrent qu'ils n'avaient pas le choix. Ils devaient découvrir la vérité. Accompagnés de Enzila, Makazi, Fousseni, Linda, et de Kofi,
qui insista pour les suivre malgré son âge. Ils se mirent en route à l'aube. Yaba leur avait donné des talismans en argile, gravés de symboles en spirale, censés les protéger des esprits. Chaque membre du groupe en portait un autour du cou, mais aucun ne se sentait vraiment rassuré. La forêt de Nkomi était un labyrinthe de lianes épaisses et de marécages nauséabonds. L'air y était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de pourriture. Des racines noueuses semblaient se déplacer sous leurs pieds, comme si la forêt elle-même cherchait à les piéger. Linda, la plus nerveuse, sursautait à chaque craquement. Makazi, malgré sa force, serrait son marteau comme si sa vie en dépendait. Enzila psalmodiait des prières dans une langue ancienne, ses doigts crispés sur son talisman. Fousseni scrutait chaque ombre avec méfiance, tandis que Kofi, silencieux, observait tout avec une étrange sérénité. Thomas et Bima ouvraient la marche, leur sens aiguisé par des années à travailler ensemble. Ils sentaient une présence, quelque chose qui les observait depuis les arbres. À un moment, Bima trébucha sur une racine qui n'était pas là une seconde plus tôt. Il jura, mais Thomas l'aida à se relever, un regard grave sur le visage. « Cette forêt est vivante, murmura-t-il. Elle sait qu'on est là. » Après des heures de marche, ils arrivèrent devant une hutte faite de branches mortes et de peaux de léopard. Une odeur âcre s'échappait de l'intérieur, un mélange de plantes brûlées et de quelque chose de plus sinistre, comme le souffle d'un ancien mal. Avant qu'ils ne puissent frapper, la porte s'ouvrit d'elle-même. Kankou était assis au fond de la pièce, sur un tapis de feuilles séchées. Ses cheveux gris pendaient en longues mèches autour de son visage ridé, mais ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. Autour de lui, des fioles remplies de liquide trouble scintillaient à la lueur des bougies. Des crânes de petits animaux étaient alignés sur une étagère, et des pierres noires brillaient d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur. L'air était lourd, presque suffocant, comme si chaque inspiration puisait un peu de leur force vitale. « Vous voilà enfin », dit-il d'une voix douce mais chargée de menaces. J'attendais les frères jumeaux. Il fixa Thomas droit dans les yeux, comme s'il pouvait voir à travers son âme. « Toi, né sous l'éclipse, tu peux voir la vérité. Et toi, ajouta-t-il en regardant Bima, ton cœur brûle comme un feu. Mais attention, les flammes attirent aussi les ombres. » Thomas frissonna. Bima, lui, serra les poings, sa cicatrice semblant pulser sous l'effort. « Et dis-nous qui a volé notre argent, ordonna-t-il. Kankou ricana, un son qui fit frémir les flammes des bougies. Ce n'est pas un homme. C'est un serpent fétiche, une créature née d'un pacte ancien. Elle est envoyée par quelqu'un qui possède un lien spécial avec les jumeaux. Quelqu'un capable de diviser son âme, de projeter une partie de lui-même dans un animal. « Pourquoi nous ?» demanda Linda, sa voix tremblante. « Parce que vous êtes proche des jumeaux, » répondit Kankou. « Et les jumeaux attirent la magie, bonne ou mauvaise. Leur naissance sous l'éclipse les a marqués. Ils sont des aimants pour les forces de l'au-delà. » Il tendit une main vers une bassine remplie d'eau trouble. Les flammes vacillèrent, et l'eau se mit à tournoyer, comme animée par une force invisible. Une image apparut à la surface, un homme maigre, aux yeux creusés, vêtu d'une robe grise. Son visage semblait taillé dans la pierre, figé dans une expression de haine. « C'est Sekou » murmura Fousseni. « Le vendeur de colliers. »« Il vit seul » ajouta Enzila. « Personne ne connaît son passé. Il est arrivé il y a 2 ans, sans un mot sur d'où il venait. » Kankou hocha la tête. Sekou a conclu un pacte avec un esprit ancien, un esprit qui vit dans les racines de la forêt. En échange du pouvoir de voler sans être vu, il a donné la moitié de son âme. Mais il ignore une chose, son serpent fétiche finira par le dévorer de l'intérieur. Chaque vol le rapproche de sa fin. « Comment l'arrêter ?» demanda Bima, impatient. Kankou fouilla dans un sac de cuir et en sortit 5 talismans en terre cuite, gravés de symboles sinueux qui semblaient bouger à la lumière. Il en donna un à chaque marchand. « Placez-les dans vos caisses. Si le serpent revient, il sera piégé. Mais attention, une fois le serpent capturé, Sekou saura que vous êtes sur sa trace. Il deviendra dangereux.
peut-être même fou. Et ensuite, demanda Thomas, sa voix calme mais teintée d'inquiétude. Ensuite, vous devrez l'affronter. Car sans son fétiche, Sekou perdra sa force. Mais il fera tout pour le récupérer, même au prix de votre vie. Avant de partir, Kankou fixa Thomas une dernière fois. Toi, fils de l'éclipse, tu verras ce que les autres ne peuvent pas, fais confiance à tes yeux, mais méfie-toi de ton cœur. De retour au marché, les marchands suivirent les instructions de Kankou. Enzila, Makazi, Fousseni, Linda et Kofi placèrent les talismans dans leurs caisses, tandis que Thomas et Bima surveillaient leur étal avec une vigilance accrue. La nuit tomba, plus sombre que jamais. Le vent soufflait en rafales, faisant vaciller les torchers. Les chiens du village hurlaient à présent, comme s'ils sentaient une présence maléfique rôder entre les étals. Thomas et Bima s'étaient postés près de leur caisse, cachés dans l'ombre. Ils avaient décidé de ne pas dormir, de ne pas baisser leur garde. Les heures passèrent, lentes, oppressantes. Le marché, d'ordinaire bruyant, était plongé dans un silence surnaturel, seulement brisé par le sifflement du vent et les aboiements lointains. Puis, soudain, un bruit. Un frôlement, comme des écailles glissant sur le sol. Thomas retint son souffle. Dans la pénombre, une forme noire, luisante, se glissa sous leur table. Le serpent était plus gros qu'il ne l'avait imaginé, ses écailles scintillant comme de l'obsidienne liquide, ses yeux brûlant d'une lueur rougeâtre. Bima, prêt, tenait un sac de toile épaisse, renforcé par des cordes tressées par leurs soins. Thomas souleva le couvercle de la caisse avec précaution. Le talisman, posé au fond, émit une faible lueur verte, comme un cœur battant dans l'obscurité. Le serpent s'immobilisa, hypnotisé par la lumière. Ses yeux semblaient lutter, comme si une volonté étrangère le contrôlait. « Maintenant !» cria Bima. D'un geste rapide, il lança le sac sur l'animal. Le serpent tenta de s'échapper, ses mouvements rapides comme l'éclair, mais la magie du talisman le cloua au sol. Bima l'attrapa, le glissa dans le sac et noua la corde avec force, ses mains tremblant sous l'adrénaline. « Allons-y, dit Thomas, le visage grave. Avant qu'il ne soit trop tard. » Ils coururent à travers le marché, suivis par Enzila, Makazi, Fousseni, Linda et Kofi, jusqu'à la boutique de Sekou, située à l'extrémité ouest, là où les étals cédaient la place à des ruelles poussiéreuses. La porte était entr'ouverte, grinçante dans le vent. Une odeur insupportable s'échappait de l'intérieur, un mélange de sueur, de peur et d'une présence ancienne, presque palpable. À l'intérieur, Sekou gisait sur le sol, tremblant, les yeux révulsés. Sa peau était pâle, presque translucide, comme si la vie le quittait peu à peu. Ses lèvres murmuraient des mots inintelligibles, un chant guttural qui glaçait le sang. « Non, non, gémit-il. Reviens, reviens. Le serpent est avec nous, dit Bima, brandissant le sac. » Sekou hurla, un cri qui fit trembler les murs de la boutique. Les vitres des fenêtres vibrèrent, et une des fioles sur une étagère se brisa, libérant une odeur âcre. « Rendez-le-moi. Sinon je vais mourir. » « C'est déjà en train de t'arriver, » répondit Thomas, sa voix calme mais ferme, comme un roc face à la tempête. Soudain, Sekou se releva d'un bond, comme possédé. Ses yeux étaient injectés de sang, ses doigts griffus comme des serres. Il se rua sur Bima, ses ongles s'enfonçant dans son bras, rouvrant la vieille cicatrice en forme de croissant. Bima grimaça mais un bond. D'un geste désespéré, il lança le sac à terre. Le serpent jaillit, se tortilla furieusement, puis se tourna vers Sekou. Ce dernier ouvrit la bouche, comme s'il appelait l'animal, et, sous les yeux horrifiés des marchands, le serpent s'engouffra dans sa gorge. Sekou s'effondra, son corps convulsant. Des sons gutturaux, inhumains, s'échappaient de sa bouche. Ses membres se tordaient dans des angles impossibles, comme si quelque chose à l'intérieur de lui luttait pour prendre le contrôle. Puis, un cri déchirant déchira la nuit, un son qui semblait venir d'un autre monde. Son corps se figea, ses yeux se voilèrent, et il cessa de respirer. Le serpent, désormais libre, sortit de la bouche du cadavre,
ses écailles luisant d'une lueur malsaine. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. C'était Kankou, sa cape de peau flottant comme une ombre. D'un geste vif, il captura l'animal dans une cage de verre gravée de runes, qui scintilla brièvement avant de s'éteindre. « C'est terminé, dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. Pour cette fois. Les jours suivants, le marché Mabélé retrouva un semblant de calme. Les commerçants récupérèrent leur argent, retrouvé dans un coffre caché sous le plancher de la boutique de Sékou. Les pièces étaient intactes, mais certaines portaient des marques étranges, comme des griffures en forme de spirale. Sékou fut enterré loin du village, dans un lieu sans nom, car on disait que ceux qui pactisaient avec les esprits impurs ne méritaient pas de reposer en paix. Thomas et Bhima, eux, changèrent. Thomas devint plus silencieux, plus introspectif. Il passait ses nuits à écouter le vent, à scruter les étoiles, comme s'il cherchait des réponses dans l'invisible. Il savait que leur naissance sous l'éclipse les avait liés à des forces qu'il ne comprenait pas encore. Il commença à rêver de serpents, d'ombres mouvantes, de visages qu'il ne reconnaissait pas mais qui semblaient l'appeler. Bhima, lui, ne pouvait plus rester en place. L'adrénaline de leur affrontement avec Sékou l'avait transformé. Il voulait explorer, apprendre, découvrir les secrets des jumeaux et de la sorcellerie qui semblaient les poursuivre. Avant de quitter Kadimba, il prit Thomas à part, sous le grand baobab où tout avait commencé. « Nous sommes liés à quelque chose de plus grand que nous, dit-il, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Un jour, tu devras choisir, continuer à fuir ou accepter ton rôle. » Thomas ne répondit pas. Il serra son frère contre lui, sentant la chaleur de son corps, la force de leur lien. Puis il le regarda partir sur la route poussiéreuse, vers l'horizon, une silhouette solitaire contre le soleil couchant. Resté seul, Thomas continua à gérer l'étal de vannerie, mais il n'était plus le même. Chaque nuit, il sentait une présence, une force qui grandissait en lui. Les rêves devenaient plus intenses, plus réels. Parfois, il se réveillait en sueur, convaincu qu'un serpent glissait sur le sol de sa maison. Il commença à tresser des paniers différents, ornés de motifs en spirale, comme ceux des talismans de Kankou, sans savoir pourquoi. Des mois passèrent, et Kadimba retrouva sa routine. Enzila renforça ses prières, ajoutant des herbes protectrices à ses mélanges d'épices. Makazi forgea des amulettes en fer, gravées de symboles contre les esprits. Fousseni cousit des talismans dans ses vêtements, et Linda, bien qu'encore nerveuse, reprit son commerce avec une détermination nouvelle. Kofi, le potier, sculpta des jarres ornées de motifs en spirale, comme s'il avait lui aussi été marqué par ce qu'ils avaient vécu. Mais un soir, alors que Thomas fermait l'étal, il sentit à nouveau ce frisson familier. Il leva les yeux. Au loin, près de l'orée de la forêt de Nkomi, une silhouette encapuchonnée l'observait. La même qu'il avait vue des mois plus tôt, avant que tout ne commence. Cette fois, elle ne disparut pas. Elle leva une main, comme pour l'appeler. Thomas posa son panier, prit une profonde inspiration, et marcha vers elle. Ses pas résonnaient sur la terre rouge, chaque foulée le rapprochant de l'inconnu. Il sentit le talisman autour de son cou vibrer légèrement, comme s'il reconnaissait la présence. La forêt semblait l'appeler, ses murmures s'amplifiant à chaque pas. Car il savait que ce n'était que le début.